Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Depuis 2020, le conflit en Éthiopie fait des ravages avant tout humains. Des milliers de victimes sont dénombrées, la famine s'agrandit et la situation n'évolue pas. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Marie-Catherine Karamati, membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020, une guerre éclate en Éthiopie, un conflit qui n'est pas du tout terminé et pourtant on en parle très peu. La guerre oppose le gouvernement éthiopien et les forces du Front de libération des peuples du Tigré. Alors Amnesty International a publié un dossier sur ce conflit et ses conséquences. Comment cette guerre a commencé? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres alors que le monde vivait au rythme du Covid-19? Alors, le conflit s'est déclenché, comme vous l'avez dit, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020, par une attaque des Tigréens sur des bases militaires éthiopiennes qui sont situées sur la région du Tigré. La région du Tigré, c'est le nord-est de l'Éthiopie. Bon. Alors, en fait, ce conflit, il était larvé depuis déjà un certain temps, c'est-à-dire pratiquement depuis 2018, puisque les Tigréens ont occupé le pouvoir, bien que ce soit une ethnie qui ne représente que 6% de la population, mais qui a eu un rôle historique très très important en Éthiopie. Et les Tigréens ont tenu le pouvoir en fait pendant 30 ans, jusqu'en 2018. Et en 2018, Abiy Ahmed, qui lui est de l'ethnie Oromo, qui est l'ethnie très majoritaire en Éthiopie, a été élu, mais dans des conditions d'ailleurs parfaitement transparentes. Et donc les Tigréens se sont considérés comme privés de pouvoir, marginalisés, très en colère, encore plus en colère quand Abiy Ahmed a décidé de repousser des élections sur lesquelles il comptait. Et donc, ils ont attaqué ces bases dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020 pour protester contre cette situation. Depuis, c'est une guerre en plusieurs étapes. Quels sont les moments clés du conflit? Alors, c'est une guerre donc, qui dure de façon constante depuis 2 ans et qui n'est pas terminée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'armée éthiopienne a cru au début pouvoir vraiment acculer à la défaite les Tigréens en quelques semaines, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en fait, les Tigréens menés, vous l'avez cité, par le Front de libération du peuple tigréen, a une expérience politique et militaire très forte. Donc les Tigréens ont réagi, l'armée éthiopienne a réagi, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée éthiopienne est arrivée quand même à repousser les Tigréens dans leur région grâce à des alliances qui ne sont pas toujours, très respectables. Bon, alors d'une part, bien sûr, des ethnies ennemies des Tigréens. Alors les Amaras, c'est une région qui est frontalière du Tigré. Et on parle toujours de conflit ethnique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le grand problème entre Amaras et Tigréens, c'est la bande de terre qui sépare les deux régions et qui est très fertile. Bon, les Amaras sont donc alliés au gouvernement éthiopien. Et puis, je dirais peut-être et surtout, l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un petit pays au nord de l'Éthiopie, qui est dirigé par un dictateur sauvage, je dirais. Bon, peut-être certains se rappelleront tous ces migrants éthiopiens dans les vagues migratoires qui ont fui, par exemple les jeunes qui fuyaient un service militaire à vie, bon, donc très peu recommandable, on dira. Et donc l'armée érythréenne est intervenue en appui de l'Éthiopie, et l'Érythrée étant au nord de l'Éthiopie, et ils ont pu rentrer au Tigré, dont ils sont frontaliers. Donc le Tigré était pris en fait entre deux feux. Donc les Tigréens ont continué à résister, mais il y a un blocus qui s'est établi sur la région du Tigré, avec des trêves pas suivies, enfin bon, ce qui se passe habituellement dans les conflits. Et il y a également de nombreuses conséquences pour le pays. Oui. Dans un rapport, vous indiquez notamment que 5,5 millions de personnes souffriraient de malnutrition dans la région du Tigré, d'Afar et d'Amara. Oui. Alors quelle est la situation humanitaire globale en Éthiopie? Alors, il y a la situation humanitaire, il faut quand même en parler des exactions épouvantables qui ont été perpétrées dans les deux camps. Les Tigrés contre les Amaras voisins, l'armée éthiopienne qui a bombardé, c'est d'ailleurs une des causes de la crise humanitaire, qui a bombardé le Tigré, les écoles, les hôpitaux, etc. Plus les Érythréens qui se sont livrés en particulier à des viols absolument épouvantables. Bon. La crise humanitaire, elle provient du blocus, qui fait que l'aide humanitaire ne peut pas rentrer au Tigré actuellement. Et elle provient de toutes ces destructions que je viens de citer. Les gens ne peuvent pas se soigner, les enfants ne sont pas scolarisés. Et il y a par ailleurs énormément de personnes déplacées, des Tigréens déplacés dans le Tigré pour fuir les bombardements, ou des régions frontalières du Tigré
pour fuir ce qui est presque de l'ordre de l'épuration ethnique par moment. Des conséquences sont visibles également sur les civils. L'accès à l'éducation, vous l'avez un petit peu évoqué, est interrompu. Les hôpitaux n'ont plus les moyens de soigner les patients. Les femmes sont violées par des soldats alliés du gouvernement fédéral. Alors, dans un autre rapport, vous indiquez notamment que le viol des femmes est devenu une arme de guerre. Qu'est-ce que ça signifie ? Voilà, je l'ai cité en parlant des exactions commises par l'armée érythréenne, mais pas seulement. Le viol des femmes a pris une ampleur absolument considérable dans ce conflit. Bon, le viol des femmes, c'est toujours une arme de guerre dans tous les conflits. On en a déjà parlé à cette antenne. C'est-à-dire, c'est une manière essentiellement d'humilier, de détruire. Donc ça entre... c'est pas seulement un conflit ethnique, quoi. C'est de tous ordres, mais ça rentre aussi un petit peu dans cette dimension-là. Il y a des témoignages d'Amnesty International sur des viols de femmes qui ont échappé à la mort, mais qui ont été violées par notamment les Érythréens. Je veux dire, c'est extrêmement difficile à lire. C'est-à-dire, c'est pas seulement le viol, c'est aussi tout ce qui entoure, c'est la mort des enfants tués, etc. Donc c'est épouvantable, ça. Et les civils sont également massacrés sans raison. Des exécutions sommaires ont lieu presque chaque jour par les forces tigréennes, mais aussi dans l'autre camp. Oui, dans les deux côtés. Est-ce qu'on peut clairement parler aujourd'hui de crimes contre l'humanité ? Alors, Amnesty International fait très attention à l'usage des mots, mais estime qu'il y a des crimes de guerre de façon évidente, mais très possiblement, ou même certainement, des crimes contre l'humanité. Par exemple, ces viols que je viens de citer, qui sont en grand nombre, bien entendu, et qui peuvent évidemment être qualifiés de crimes contre l'humanité, absolument. Et entre le 24 mars et le 21 juillet 2022, Amnesty International a publié plusieurs articles pour informer de l'évolution du conflit et le quotidien des civils. Le 1er avril, par exemple, des convois humanitaires ont pu bénéficier d'une trêve. Est-ce que les convois humanitaires sont encore possibles aujourd'hui ? Quelle est la situation ? Alors justement, le gouvernement éthiopien, quand même sous pression un petit peu de la communauté internationale des ONG, a proposé une trêve, donc fin avril, pour que les convois humanitaires puissent rentrer dans le Tigré, qui, comme je l'ai expliqué, est sous blocus. Donc le Programme alimentaire mondial a envoyé quelques convois, très très insuffisants. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? De nouveau, des attaques, des conflits qui font que le pays a été de nouveau fermé. Donc le problème n'a pas été réglé. Et quelles sont les demandes, justement, les recommandations d'Amnesty International ? Alors, Amnesty International demande, bien entendu, que le blocus soit interrompu pour que, c'est la priorité, l'aide alimentaire puisse pénétrer au Tigré, où il y a les villes au Tigré, mais il y a aussi des camps de déplacés, des gens qui ont fui justement les bombardements. Donc ils sont totalement privés de tout. Bien entendu, toute activité agricole s'est interrompue dans cette période. Il y a eu la sécheresse en plus. Donc, c'est la première demande, qui n'est pas la demande seulement d'Amnesty. Bon, Amnesty est très attaché aussi à la question de la justice. Donc, ce que demande Amnesty, c'est qu'il y ait une enquête qui soit indépendante, provenant évidemment de l'ONU ou de l'Union africaine éventuellement, et qui puisse justement déterminer quels sont les coupables des violations les pires et qu'ils soient jugés, ce qui est extrêmement important pour l'évolution de la situation. Alors, il y a une impunité déconcertante à travers ce conflit. Est-ce que justement la communauté internationale et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies peuvent réellement rétablir la justice dans ce conflit ? Ils peuvent indiscutablement faire pression beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait jusque-là. Ce qui est un peu triste dans ce conflit, et c'est pourquoi j'estime que c'est très important d'en parler, c'est qu'il a été très ignoré. Et la communauté internationale, il y a quand même plusieurs pays qui ont réalisé un communiqué pour faire pression sur le gouvernement éthiopien, mais la communauté internationale n'a pas réagi suffisamment. Bon, disons que la perspective actuelle, c'est l'Union africaine, qui a mis aussi son temps d'ailleurs à réagir, et qui propose des négociations de paix en Afrique du Sud, entre Abiy Ahmed, donc le président, le chef du gouvernement éthiopien, et le chef du FPLP tigréen. Mais le 8 octobre était la date prévue. Elle est passée. On ne sait pas quand ça aura lieu. Et les deux parties ne semblent pas tellement prêts à faire des concessions, notamment sur ce problème territorial que j'ai évoqué. Donc les réponses sont encore aujourd'hui insuffisantes. Très rapidement, quelle est la suite pour les civils et leurs droits humains, justement ? Alors, la suite, pour l'instant, malheureusement... les experts sont assez pessimistes parce que la seule façon de faire évoluer les choses, c'est évidemment que ces négociations aboutissent au moins à la rupture du blocus et à la possibilité d'aller aider
humanitairement la population, ce qui est possible, bien entendu, au niveau international. Bon, après des négociations de paix entre des Tigréens qui ont ce passé historique et militaire, et puis un gouvernement qui, évidemment, malgré, en 2018, tout ce qu'on pouvait espérer avec ce nouveau gouvernement, Abiy Ahmed, qui a eu le prix Nobel de la paix quand même, Oui, disons-le, en c'est 2019, un sujet petite très vaste. parenthèse. Oui, oui. On pourra retrouver de toute Oui. façon le dossier sur amnesty.fr avec tous Oui, les oui. articles. Merci beaucoup, Marie-Catherine Karamati, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.